21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Paris d'avenir. Chaque semaine, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France et aussi l'occasion de montrer le dynamisme de ces patrons en ces temps difficiles. Il faut le dire, l'état de santé des PME, PMI n'est pas vraiment au beau fixe. Le dernier indicateur de l'INSEE, assez récent, a atteint son plus bas niveau. 3 patrons sur 10 constatent notamment une baisse de la demande grande consommation. Ils sont autant à parler d'une baisse de la demande émanant des grandes entreprises et aussi des collectivités. Et 15% aussi une baisse de la demande à l'export, des chiffres qui sont peu engageants. Alors peut-on croire à la création d'entreprises, à l'envie d'entreprendre en ces temps un peu difficiles? On va sûrement répondre oui ce soir. En tout cas, on va voir ça avec nos invités. Olivier Menu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé fondateur de Valexcel. Également Evelyne Bertin, bonsoir. Fondatrice d'Ardélien. Jean-Michel Néret, bonsoir. Cofondateur de Full Booster. Et enfin Ali Chariatan, bonsoir. Vous êtes le directeur associé de Cantena. On va le voir avec vous. Vos expériences diverses et variées, on va dire. Alors, Olivier Menu, je vais commencer avec vous. Donc, Valexcel, cabinet de conseil en cession et acquisition d'entreprises. Vous existez depuis 1999 à peu près. 99, voilà. Voilà, vous êtes à Paris, plus de 150 transactions réalisées. On est à 200. Même, voilà, ouais. Donc il faut encore plus actualiser ces chiffres. Et donc, tout récemment, vous organisez un colloque, justement, autour de la crise, de entreprendre et la peur, on va dire, et tout ce qu'il y a derrière. Alors, évidemment, on peut vraiment se demander quand même, quand on voit le climat, on voit une croissance qui est nulle, beaucoup d'incertitudes sur les monnaies, évidemment l'échéance électorale qui laisse planer beaucoup de doutes, on peut se dire qu'il y a quand même des raisons d'avoir véritablement peur. Oui et non. Oui, clairement, il y a des raisons objectives d'avoir peur. Le colloque, en fait, est sur la peur, vraiment sur la peur plutôt que sur la crise, dans la mesure où ce qui fait le plus peur, c'est pas forcément une crise qui est bien définie, mais c'est beaucoup plus souvent quelque chose qui est mal défini. Et le thème de la peur est quelque chose de structurel, qui est quelque chose qui est intéressant à étudier au niveau de l'entrepreneur de façon structurelle, au-delà de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Au-delà de la crise, donc ça veut dire que la peur, finalement, elle est liée finalement aussi à la création d'entreprises globalement et en dehors d'un contexte. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se comporte un entrepreneur par rapport à sa propre peur, mais également la peur qu'il rencontre dans son environnement. Et c'était le thème qu'on a choisi pour ce colloque. Globalement, il y a quand même plus de frilosité, on le dit, plus de frilosité aussi dans le financement, il y a quand même plus d'interrogations quand même. C'est vrai qu'on peut dire que le climat s'y prête quand même. Clairement, il y a de quoi avoir un peu la chair de poule de temps en temps. On en reparlera tout au long de l'émission, j'imagine. Évidemment. Evelyne Bertin, vous êtes la fondatrice d'Ardélien. Donc vous accompagnez justement les entreprises et vous intégrez toute cette dimension, on va dire, plus psychique aux problèmes notamment du management dont on parle. Donc vous êtes aussi installé à Paris. Vous avez été l'auteur de Développer le capital humain de l'entreprise, également aux éditions EMS. Alors, donc cette peur dont on parlait, finalement, elle est souvent aussi paralysante, on va dire, pour une création d'entreprise. Est-ce qu'on va dire aussi, vous sentez quand même que le climat actuel, on a des chiffres, on a enregistré l'année dernière 55 000 défaillances d'entreprises, c'est un niveau qui est proche du record historique de 1993, il y a quand même des chiffres, des données qui disent que pas très engageant quand même. Oui, mais enfin, il y a aussi des hommes qui agissent malgré les chiffres et malgré les données. Il n'y a pas de vie sans peur, il n'y a pas de vie sans crise. En chinois, ça veut dire à la fois, le mot crise veut dire à la fois changement et opportunité. Donc le dirigeant, le leader, c'est celui qui va trouver des opportunités en période de crise. Mais qui va continuer à avancer et à lutter malgré l'environnement, tout en étant conscient. Et finalement, voilà, pouvoir modifier tout ça et modifier. Mais voilà, vous sentez quand même depuis quelques années qu'il y a une évolution par rapport justement à la notion d'entreprendre et de création d'entreprise. Non, je crois que les gens qui veulent entreprendre, c'est pas la crise qui va les arrêter. Mais par contre, il faut qu'ils analysent autrement peut-être leur environnement parce que les données ont changé. Et la peur peut être aussi salvatrice, parce que quelqu'un qui n'aurait jamais peur, ça veut dire qu'il n'écoute pas ses alertes, donc il serait en danger. Donc véritablement, il faut la dompter cette peur. Alors on va voir justement qu'on peut booster la création d'entreprises, notamment avec vous, Jean-Michel Néret. Donc vous êtes cofondateur de Full Booster, donc incubateur de start-up digital. Tout récent, vous avez été créé l'année dernière, c'est ça ? On a été créé même en septembre. En septembre, voilà, oui, c'est l'année dernière. L'année dernière, vraiment il y a même pas 6 mois d'existence. Exactement. Donc, vous êtes à l'origine de ce projet également avec le président de Full Six Group, c'est ça? Tout à fait, oui, Marco Tinelli qui est le président. Voilà, vous avez associé ça. Donc là, vous êtes du côté de Levallois-Perret. Donc, vous aidez tous les porteurs d'idées justement à structurer leur offre et à accélérer la mise en œuvre. Tout ça dans le domaine du numérique qui est typiquement un secteur porteur. Alors, pourquoi l'avoir lancé là, maintenant, en pleine phase, on va dire comme ça, qui semble un peu délicate?
Parce qu'on n'a pas perçu ça comme étant délicat. On a perçu ça. Alors peut-être parce qu'on rationalise pas et qu'on n'intellectualise pas assez, mais en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord, c'est autant un risque qu'une opportunité. Donc on ressent ça et dans le profil des gens qu'on accompagne et des idées qu'on accompagne, on a exactement cette caractéristique-là, c'est-à-dire... Après tout, il va se passer des choses, ça va être compliqué. La seule certitude qu'on a, c'est que ça va pas se passer comme c'est prévu, mais on se lance. Alors c'est vrai que le profil des gens qu'on accompagne, cette fameuse génération Y, je pense qu'on y reviendra, qui est, paraît-il, assez compliqué à gérer pour les entreprises. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les grandes entreprises. Je vois à peu près ce que ça veut dire en management, c'est pas si simple que ça. Mais quand c'est orienté vers de la création, vers de l'entrepreneuriat, ça dépote vraiment. Donc non. Peut-être que c'est plus facile aussi parce que vous avez typiquement dans un secteur porteur, on le sait, le numérique, on l'a déjà vu, en particulier en Ile-de-France, voilà, il y a de la dynamique, il y a de la création d'entreprises à la clé. Ça c'est sûr, je pense qu'on ne l'aurait pas fait dans la sidérurgie par exemple. Évidemment. Ali Chariantian, vous avez donc lancé il y a 10 ans, Contena, donc vous développez des logiciels de gestion pour les grandes entreprises, vous êtes à Paris, vous accompagnez des directions informatiques de grands groupes, aussi de grandes PME. Comment vous percevez cette peur dont on parle, qui finalement n'est peut-être pas si réelle que ça, en tout cas qui n'est peut-être pas plus forte qu'elle n'était auparavant? Si elle l'est, enfin, nous, cette peur, ça nous a impacté. En fait, cette crise, ça nous a impacté, mais elle nous a pas bloqués. Donc, ça a été une occasion pour nous de remettre tout à plat et de revoir notre business model. Mais ça n'a pas été quelque chose de bloquant. Parce que quelque part, si on est entrepreneur, on s'en sort finalement. On n'a pas peur de l'eau, on se jette. Voilà. Alors c'est amusant parce que quand on va sur votre site, vous mettez notamment en avant le fait que vous êtes financé par des fonds propres. Ça c'est souvent une question qui revient où on dit justement que la faiblesse des entreprises françaises, c'est ne pas suffisamment s'appuyer sur leurs fonds propres. Alors vous vraiment vous le mettez même en avant, déjà dès qu'on arrive sur la première page du site. On le met en avant parce que c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on a les reins solides, on est une petite société de 20 personnes, on est quand même pas... C'est pas une entreprise qui a eu besoin de financement, etc. Donc on a monté cette boîte avec nos propres fonds. Mais ça nous permet justement de passer des étapes difficiles comme la crise où on n'a pas besoin de financement externe. Et vous, alors la peur, c'est plutôt, on va dire, un booster aussi, c'est le cas de le dire. C'est pas vraiment, c'était un miroir. En fait, cette crise-là, ça a été un miroir pour nous. Ça nous a permis de nous regarder en face. Et on s'est rendu compte, en fait, au bout de 7-8 ans d'entreprise, que finalement, on avait monté cette boîte-là pour nous-mêmes et non pas pour les clients et les salariés. Alors ça peut vous paraître... un peu évident quand je raconte ça comme ça, mais il nous a fallu 7 ans pour comprendre ça. Et donc ça a été très très bénéfique. Donc à partir de là, on a revu notre business model, on a mis l'organisation qui va avec, et on s'est rendu compte finalement que nos clients, c'était pareil. C'est-à-dire les directions informatiques pour lesquelles on travaillait, elles avaient exactement le même type de problématique. Donc toute cette expérience de reconsidérer notre business model, etc., on en a fait une offre en fait, à partir de la crise, et ça marche très très bien. Voilà, donc finalement vous avez retourné et inversé le problème, et on va en parler à nouveau et mieux comprendre après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Demain, dès 18h, 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. D'après une récente étude, le baromètre KPMG et de la CGPME, également l'inquiétude des dirigeants de PME ne cesse d'augmenter. Elle a atteint 85% de niveau d'inquiétude, on va dire, en septembre dernier, soit une hausse de près de 20 points par rapport au dernier rapport qui avait eu lieu en juin 2011. Un sentiment qui est même partagé par 96% des patrons du BTP. Bon, ça c'est pour les études, évidemment, on le sent, il y a la crise, les inquiétudes derrière. Peut-on entreprendre plus que jamais en temps de crise? C'est la question qu'on se pose ce soir dans Paris d'Avenir avec Olivier Menu, associé fondateur de Valexcel, également Evelyne Bertin, fondatrice d'Ardélien, Jean-Michel Néret, cofondateur de Full Booster, et Ali Chariantian, directeur associé de Contena. Alors, pour revenir un petit peu sur ce dont on a commencé à parler, Olivier Menu, sur cette peur, finalement, c'est aussi simple que ça. Quand on démarre une entreprise, une aventure comme l'entrepreneuriat, finalement, si on n'avait pas peur, ça ne serait pas très logique. Je crois qu'il n'y a pas une réponse unique, c'est le grand paradoxe de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'entrepreneur unique, et je pense de profil unique d'entrepreneur. Et je pense que si c'était d'ailleurs comme ça, les entrepreneurs ne seraient pas entrepreneurs, parce que c'est le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est un processus très individuel, dont les moteurs sont multiples. Enfin, je pense qu'on peut en témoigner les uns les autres. Lors du colloque, on avait fait intervenir en particulier 5 personnes.
Il y avait 2 femmes, 2 hommes. Tenez-vous bien, il y avait un garçon qui sait ce que c'est que la peur physique. Il s'agissait du commandant Coppen, qui est un des anciens très grands négociateurs du RAID et du GIGN. Donc la peur, curieusement, il sait ce que c'est, il peut en parler pendant des heures, il l'a connu, il se méfie des gens qui n'ont pas peur. Ce qui était intéressant, c'est que les 2 femmes qui étaient présentes ont parlé très très librement de la peur. Elles en ont parlé, elles l'ont mis sur la table. Vous voulez dire qu'on en parle plus librement qu'un homme ne peut en parler? Elles ont dit on est comme ça fait partie de notre vie, de nous. Et en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'elles partagent en essayant de la canaliser un tout petit peu, elles le partagent avec leurs employés. On avait en face de ces deux jeunes femmes 2 entrepreneurs qui sont des hommes qui réussissent, attention aussi, mais qui avaient qui ont reconnu ne pas connaître vraiment la peur, en tout cas pas dans le monde de l'entreprise, ne pas l'avoir connue. Est-ce que c'est lié à une façon une posture enfin je sais pas, en même temps, une posture, oui. C'est peut-être une posture masculine, je n'en sais rien. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne connaissaient pas la peur, ils étaient beaucoup plus, par contre, très attentifs à la peur des autres, très très attentifs à la peur de leur environnement. Ils avaient ce recul par rapport aux gens qui était vraiment intéressant. Oui, mais Evelyne Bertin, c'est peut-être ce qu'on se dit aussi, quand on est créateur d'entreprise, patron, montrer sa peur, c'est aussi compliqué. Finalement, on se dit, en tant que patron, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut que j'y aille. L'erreur est source de beaucoup d'innovation, mais ne pas montrer sa peur, c'est différent que de ne pas avoir de peur. Mais il ne faut pas que vos collaborateurs sentent que vous ne surpassez pas votre peur. Donc, le dirigeant, il doit surmonter sa peur pour entraîner, mais il ne doit pas la nier, parce que ça rassure. C'est un être humain. Comme les autres. Donc ça peut aussi rassurer des collaborateurs de voir un patron qui s'arrête. La crise, ça oblige à s'arrêter. Ça oblige à reconsidérer les cartes, à se poser, donc à tout remettre à plat. Donc ça peut permettre de nouveaux départs, de voir des choses qu'on n'avait pas vues avant, parce qu'on était dans l'action, on était dans le mouvement très très dur. Donc l'important, c'est de voir quelle opportunité on peut faire avec les difficultés qu'on traverse. Et d'ailleurs, vous le disiez, vous l'évoquez, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de créations d'entreprises en ces temps qui sont difficiles aussi parce que certains ne trouvent pas évidemment d'emploi auprès de groupes d'entreprises, donc ils ont envie d'entreprendre. Donc c'est pas antinomique, c'est pas loin de là. Faut avoir envie d'entreprendre, mais donc on entreprend avec son désir, avec ses idées, mais faut tenir sur la durée. Faut tenir sur la durée. Et la jeune génération, Jean-Michel Néret, vous avez commencé à en parler, vous, avec Full Booster, vous qui accompagnez justement les startups. Cette génération Y, elle est prête, elle n'est pas prête? Il y en a certains qui disent encore dans l'enseignement qu'on n'apprend pas encore suffisamment. Peut-être qu'on apprend trop le savoir et on apprend peut-être moins justement la peur, le fait aussi d'ignorer, de pouvoir remettre des choses un peu plus à plat. Là, en revanche, c'est sûr qu'en termes d'éducation et d'apprentissage, on a des progrès à faire qui sont incroyables. Parce que d'abord, on éduque plus le cerveau gauche que le cerveau droit. Donc, on a des gens extrêmement carrés, extrêmement organisés, mais qui n'ont pas forcément la petite fibre de créativité et d'innovation qui est indispensable. Alors, je parle encore une fois dans un métier ou dans un secteur du digital. Mais là, franchement, on a quand même besoin d'avoir aussi cette capacité à aller faire de l'innovation. Et puis faire de l'innovation, c'est changer 2 fois. C'est changer de regard sur la réalité, puis après changer la réalité. Donc c'est quand même un exercice qui est un peu complexe. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, bien sûr que la peur, ça permet de temps en temps, au contraire, c'est un handicap, mais ça permet aussi de prendre du recul. Et ce qui est très gênant dans le cas des entrepreneurs et qu'on voit d'ailleurs de façon assez naturelle chez la génération Y, bien qu'on n'ait pas que des générations Y qui viennent nous voir, c'est des gens qui évitent les 2 extrêmes. L'extrême qui est de dire de toute façon j'y vais et la peur n'évite pas le danger, si je prends un mur, je prendrai un mur. Et puis il y a de l'autre côté le fait d'être absolument tellement sous contrôle et de voir tout contrôler. Là c'est le côté le cerveau gauche dont je parlais tout à l'heure, que finalement on bouge plus parce qu'il y a le 17e levier qui n'a pas été maîtrisé. Voilà, Alors on le voit, la difficulté, on va dire, d'entreprendre, un peu l'éducation, mais ça ferait beaucoup à revoir. Et vous, Ali Shariatov, vous mettez en avant quelque chose qui est intéressant, c'est comment considérer aussi l'argent. Vous dites aussi, finalement, on parlait des fonds propres, tout à l'heure vous mettez en avant, il faut aussi considérer aussi comme un outil de travail, aussi le prendre de façon différente que ce que l'on aborde assez fréquemment. Absolument, mais ça,
comment gérer l'argent, ça fait partie d'un problème fondamental qui est le métier de l'entrepreneur. Je pense qu'il y a un problème de fond, c'est que trop de gens se lancent dans l'entrepreneuriat alors que c'est un métier, ça s'apprend. C'est-à-dire, il ne viendrait à l'idée de personne de devenir médecin du jour au lendemain. Donc moi j'ai vu des salariés, ils se disent voilà, je connais un métier, j'ai une idée, j'ai un peu de financement, j'ai du courage, j'ai de la volonté et j'y vais, je monte ma boîte. Donc qu'est-ce qui se passe? L'informaticien monte une boîte d'informatique, le communicant une boîte de com, et 80% de ces gens-là se cassent la figure au bout de 3 ans. Alors qu'ils ont besoin d'un informaticien et d'un communicant, si vous allez dire justement ça aussi. Exactement. Pourquoi? Enfin, pourquoi ils se cassent la figure? Parce que la maîtrise du travail technique dans un business n'a rien à voir avec la maîtrise des techniques du business. C'est deux choses complètement différentes. Ce qui fait que quelqu'un qui ne connaît pas le métier de l'entrepreneur va prendre l'argent justement pour un fonds propre et justement pour un revenu. Alors qu'un entrepreneur prend l'argent juste pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de travail. Oui, pour pouvoir faire avancer aussi, puis c'est aussi pour ça qu'il a besoin aussi d'accompagnement, hein, typiquement comme vous le faites. Hein, non, mais moi, ça a un écho terrible ce que vous dites chez nous. Nous, justement, on a créé cette structure-là avec une équipe de multitalents parce que on essaie de reconstituer le couple mythique d'une start-up qui fonctionne dans le digital. C'est un marketeur qui a des idées, qui a une idée business et une vision business, et puis un ingénieur qui sait comment le développer. Et c'est vrai que souvent, on rencontre des ingénieurs qui disent bah, « ça y est, j'ai compris, il y a quelque chose à faire, mais alors comment le vendre ?» Absolument aucune idée. Ou alors le marketeur qui dit « je crois que ça y est, j'ai vu Facebook, on va pouvoir faire quelque chose avec. » Et pour développer, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait faire un peu de code PHP. Enfin, ça ne marche pas, je suis d'accord. Il y a besoin de cadre, il y a besoin d'expertise, il y a besoin d'enthousiasme, ça c'est clair. Mais c'est un métier, je suis d'accord. Besoin d'enthousiasme, voilà. Bon, alors on a posé, on va dire, les bases et parlé beaucoup de la peur, mais il faut savoir aussi quelles peuvent être les clés de la réussite et que finalement aussi, plus que jamais, on peut s'appuyer sur ce climat un peu difficile pour avancer et créer plus que jamais son entreprise. Ce sera après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et Journal de l'économie sur BFM Business. Paris d'Avenir. Le futur est capital sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Les PME françaises affichent dans l'ensemble un bilan assez satisfaisant de l'année écoulée de 2011, mais elles sont beaucoup plus inquiètes pour 2012. C'est ce qui ressort d'une étude assez récente de la Banque publique d'aide aux PME, OSEO. Pour cette année, un quart des PME craignent une dégradation de leur situation de trésorerie et seulement 10% attendent une amélioration. Être entrepreneur en temps de crise, est-ce possible? Est-ce facile de créer sa propre entreprise? On en parle ce soir dans Paris d'Avenir avec Olivier Menu, associé fondateur de Valexcel, Evelyne Bertin, fondatrice d'Art des Liens, Jean-Michel Néré, cofondateur de Full Booster, et Ali Chariantian, directeur associé de Cantena. Alors, on va oublier peut-être un peu la peur, ou en tout cas essayer d'inverser un peu la tendance quand même, Olivier Menu. Justement, on peut se dire que on se dit toujours c'est absurde de créer finalement une entreprise en temps de crise, mais pas autant que ça, parce qu'on peut se dire aussi qu'il y en a certains qui vont rester justement sur leur peur et que c'est au contraire le moment d'y aller pour ceux qui ont véritablement le courage et qui vont se lancer. Oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a énormément de créations d'entreprises encore en France. Il y en a même plus que dans beaucoup de pays d'Europe. Et même si on compare avec des pays comme l'Allemagne, qui est souvent prise actuellement en étalon par rapport à la France au niveau économique, on se rend compte qu'il y a pratiquement le même tissu de TPE, de création d'entreprises sur le marché français que sur le marché allemand. Après, il faut tenir sur la distance aussi. Il faut tenir sur la distance. C'est pour ça que je veux dire que le thème de l'entrepreneur est un thème très intéressant. Pourquoi on entreprend ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? La deuxième question qui vient juste derrière, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur qui va réussir? Et ça c'est une deuxième question qui suppose d'autres regards, plein d'autres choses. Et objectivement, je pense qu'il est intéressant de poser en France actuellement le problème de l'entrepreneur, qui est une problématique individuelle, dans une problématique collective. Parce que si on peut mettre un peu de relief, si vous voulez, par rapport à l'entrepreneur français, c'est certainement par rapport à l'environnement qui est spécifique à la France, qui est un environnement, curieusement, où il y a énormément d'aides. Vous avez parlé d'OSEO à l'instant. Oui, il y a beaucoup d'aides publiques, hein, c'est vrai. D'aides publiques énormes. Un encadrement, le statut de jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt dont on parle régulièrement. Ouais. Oui. Ce que certains entrepreneurs, de manière un peu provocatrice, parfois appellent des béquilles, si vous voulez. Or, un entrepreneur, par définition, il n'aime pas courir avec des béquilles. Il préfère courir librement.
Mais il est intéressant de mettre l'entrepreneur français par rapport aux spécificités françaises. On parlait d'éducation tout à l'heure. Il est vrai que c'est pas dans la culture française. Il y a un désamour, on peut même le dire, je crois, en France, qui commence peut-être un peu à s'estomper par rapport au patron, avec une confusion énorme entre le patron de grands groupes, le patron de groupes publics, privés. Tout ça s'est mis dans le même sac, ce qui fait que le patron d'entreprise en France, on ne peut pas dire que ce soit le bien-aimé de la collectivité. Donc ça commence là, et je pense que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'un entrepreneur, je crois qu'il se moque de tout ça quelque part. Il y a un moment, il a des forces qui le poussent à entreprendre, qui sont bien plus fortes que les forces qui l'empêcheraient de le faire. Donc crise, pas crise, quelle crise d'ailleurs? On ne sait pas de quelle crise on peut parler. Est-ce que c'est une crise de trésorerie? Est-ce que c'est une crise de l'Europe? Est-ce que c'est une crise de civilisation? Une crise peut-être plus profonde même que celle de 2008, où voilà, il y a d'autres mises en cause, mais bon, ça c'est... De manière très positive, voilà, de manière très positive, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait qu'il va rejoindre un peu sa vie, on peut dire ça. Deuxièmement, une grosse collectivité, parce que objectivement, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un qui vit au milieu des autres. Une entreprise, elle est au milieu du village, elle est au milieu de la banlieue, elle est au milieu de la ville, et l'entrepreneur, pour réussir, pour survivre, il est obligé de s'entreprendre, donc de créer des liens partout. Et de créer des liens, justement, c'est ce qu'on va voir aussi avec votre voisin, Jean-Michel Néret. On parlait d'accompagnement. Évidemment, on parle des aides publiques. Typiquement, voilà, vous êtes dans une démarche privée d'accompagnement, un incubateur. Vous assurez aussi le financement du projet en prenant aussi une part dans les startups. Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'est justement, est partie d'un constat assez simple, c'est que des projets ou des idées, il y a une effervescence assez importante autour notamment, encore une fois, dans tout ce qui est le web, le mobile, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, et qu'il y a besoin de cadre, et que nous, notre vocation, c'est justement de mettre un peu de cadre, d'intelligence, on espère, autour de ces projets-là, et de leur apporter des supports. Alors un support que pompeusement on appelle le facility management, mais en fait, en gros, c'est tout ce qui passionne absolument pas le créateur, c'est tout le back-office, les aspects juridiques, les aspects financiers, les aspects comptables, avoir ne serait-ce que des locaux. Et donc du coup, ce qui fait que les petites études qu'on a pu faire, nous, c'est que sur les 6 premiers mois, il y a 60 à 70% de la focalisation de ces créateurs qui est passée, qui est dépensée inutilement, entre guillemets, sur des projets qui ne sont pas directement au centre de leur projet, de leur création. Donc là, ils peuvent aller plus vite. Et donc là, du coup, ça c'est du basique de basique, mais ça permet vraiment de focaliser sur 100% du projet. Et puis après, d'apporter de la technicité et du cadrage sur à la fois ce qu'on disait tout à l'heure, du marketing et de l'intelligence business, et puis de la réalisation, parce que y a besoin de technique derrière tout ça. Ali Charianton, comment vous voyez justement les opportunités, particulièrement en ces temps, vous qui avez suivi une évolution, on a bien compris, vous avez revu tout votre business, en ces temps un peu difficiles, où on peut profiter de quelles opportunités pour avancer? En fait, si on veut créer une entreprise, je voudrais rebondir sur ce que disait Olivier, sur le côté intime de l'entrepreneuriat. Si j'exagère, on peut même dire que c'est presque une technique d'éveil. En fait, c'est quelque chose, c'est une aventure très très personnelle, très intime. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est déjà, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de regarder l'idée qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que cette idée a des pattes pour marcher? Tout simplement. C'est-à-dire qu'une idée qui ne transforme rien, ni chez le client, ni chez les salariés, ni chez l'entrepreneur lui-même, ce n'est pas la peine de monter une entreprise. Donc, le point de départ de tout ça, c'est de vérifier si l'idée tient la route, si la vision est transformative. Il faut que la vision transforme quelque chose, déjà dans sa propre vie, mais aussi pour la vie d'un client, la vie d'un marché, de ses salariés, etc. Ça commence par là. Et ça aussi, on l'a en échangeant, on a bien compris aussi, voilà, on est seul au démarrage, mais c'est vrai qu'il faut plus que jamais échanger avec les autres. Et justement, Evelyne Bertin, Ardélien, vous qui accompagnez justement les entrepreneurs, c'est aussi très personnalisé. On a souvent tendance peut-être à vouloir aussi prendre certains modèles, par exemple de grandes entreprises, en disant faut faire comme ça, et les PME vont un peu copier. Il y a aussi beaucoup d'individualité aussi dans cette démarche. Oui, l'entrepreneur, c'est celui qui a un désir. À partir de ce désir, il va faire un service ou un produit. Il faut qu'il trouve un marché. Il faut qu'il crée de la valeur, qu'il vende ses produits. Donc c'est très personnel, parce que quand on analyse des histoires d'entrepreneurs, c'est toujours lié à ses histoires, à ses rêves, à son ambition, à sa vision du monde et à une volonté de transformer le monde. Donc c'est très intime. Mais il faut la réalité du marché. Si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de clients, c'est pas possible. Donc c'est ça, vous fracassez. Oui. Mais justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit,
La crise, et puis arrêtons de parler de crise, de la vie en général, parce que voilà, la vie est faite de crises. Oui, on a passé par d'autres crises, ça c'est sûr. Et il y en aura d'autres, voilà, je crois qu'on peut le dire. C'est aussi un révélateur de changement de modèle. Ça accélère ces changements-là. Et justement, la création de valeur, la création d'entreprises, le fait de transformer quelque chose, ce gisement, il est dans les changements de modèle. Et si je prends quelques exemples, la façon de consommer les médias, on est ici dans un formidable exemple de cette lecture-là, a considérablement changé sur les dernières en très peu de temps, en très peu de temps. Une dizaine d'années, ça a vraiment évolué. Et bien sûr, ça a changé le modèle, ça a créé des drames, puisqu'il y a des sociétés, des titres qui ont disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en revanche, ça a contribué totalement à réinventer un certain nombre d'autres façons. Vous en êtes BFM, BFM Business, Bimédia, typiquement. Voilà. Exactement. Et si je prends la même chose sur de la distribution, la distribution physique est loin d'être morte. Il y aura toujours ce contact-là, mais on la consomme pas du tout de la même façon maintenant qu'il y a Internet, un mobile, de l'Internet, etc., etc. Donc la crise, ça exacerbe les changements de modèle, et c'est à l'intérieur de ces changements de modèle qu'il y a la capacité de transformer. J'aime bien ce terme-là. Un entrepreneur, c'est comme disent, c'est un transformeur, quoi. Ouais. Donc il ne reste plus qu'à agir. On y reviendra après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Pour cette année, ce sont environ un quart des PME qui craignent une dégradation de leur situation de trésorerie. C'est ce qui ressort d'une étude d'Oseo. Et pourtant, il est possible de dépasser sa peur pour entreprendre. Être entrepreneur en temps de crise, c'est possible. On en parle ce soir avec Olivier Menu, associé fondateur de Valexcel. Également Evelyne Bertin, fondatrice d'Ardélien. Jean-Michel Néret, cofondateur de Full Booster. Et Ali Chariantian, directeur associé de Cantena. Justement, Ali Chariantian, comment vous voyez, c'est vrai que là, voilà, on est dans un climat d'élection où évidemment on parle un peu d'innovation entre les lignes. On demande quand même beaucoup de lisibilité aussi, je pense, pour pouvoir continuer à avancer et à innover en France. Lisibilité, vous savez, moi je parle uniquement pour moi-même, c'est-à-dire qu'en tant que PME, on est très très loin de la macroéconomie. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je devais regarder les informations le matin, je me tire une balle dans la tête, je ne vais plus travailler, ça c'est clair. Pourtant, tout se passe... Alors, nous, on est aussi dans un secteur informatique. Cantena, c'est un secteur informatique relativement protégé. Il y a des logiciels de gestion très impactés par la crise. Ce n'est pas notre cas. Et quand je vais travailler aujourd'hui, je ne ressens pas tellement des effets très très violents de la crise. Donc, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est oublier la macroéconomie dans une petite échelle, je dirais, à l'échelle d'une TPE-PME. Les choses se passent vraiment tout proche, c'est tout près. Donc, vous pensez qu'on est dans un climat peut-être un peu trop anxiogène, où on parle peut-être un peu trop, mais il faut aussi, il y a des réalités, ce que je disais, des réalités de chiffres aussi, de défaillances d'entreprises, de difficultés qui sont bien réelles. Absolument, les défaillances sont réelles, les difficultés sont réelles, mais ce sont des difficultés qui sont peut-être cantonnées à tel ou tel secteur. Il y a des secteurs qui marchent très très bien. Et ça, il faut le rappeler. Et typiquement, voilà, le digital, le numérique, Jean-Michel Néret, Full Booster, vous êtes donc au tout démarrage, même pas 6 mois d'existence. Comment vous voyez les perspectives ? Alors, forcément très bonne. Parce que c'est pas de l'optimisme BA, c'est juste dire on a effectivement des secteurs qui sont en pleine mutation. Il y a des opportunités qui sont de fait créées. Et l'idée n'est certainement pas de nier le fait qu'il y a des PME qui sont dans la souffrance, que le business est dur, que voilà, tout ça est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, on se retrousse les manches et le matin, on va essayer de faire des choses et de réinventer des modèles et de trouver et d'accompagner. Moi, je vais vous dire, mon plaisir, moi, c'est de récupérer le matin des projets, des gens qui sont là et qui ont envie de faire bouger les choses et qui se disent « Ok, ça va être dur, on sait bien que ça va pas se passer comme c'est prévu, mais on a envie d'y aller. » Voilà, et on a envie d'être accompagné et on sait que le fait d'avoir à côté de nous des gens experts, ça va nous rassurer et ça va nous amener plus loin. Bon, on parlait quand même aussi de l'encadrement des pouvoirs publics, aussi de tout ce qui existe. Il faut aussi, comme je disais, aussi de la lisibilité. Par exemple, ce statut de jeune entreprise innovante qui a été un peu flottant, j'imagine que tout le monde a envie plus que jamais que ça soit maintenu et que ça se poursuive aussi. Alors, ça, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire après, il peut y avoir plusieurs types de dispositifs, mais s'il pouvait y avoir un tout petit peu de stabilité dans tout ça, ça nous permettrait à nous de nous y retrouver,
qui est déjà pas simple. Mais alors, pour un entrepreneur aujourd'hui, pour le coup, il y en a, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, les béquilles, des fois, il les voit comme intéressantes, mais avant qu'il les trouve, il a passé 3 mois. Donc et une fois qu'il a trouvé une façon de s'accrocher à un véhicule qui va l'aider, on dit, non, mais finalement, c'est plus comme ça et t'es plus éligible. Bon, voilà. Oui, c'est la même chose qu'on demande au niveau des impôts, au niveau de beaucoup de choses, un plus peu de stable visibilité possible. Et je suis totalement d'accord. Il y a du niveau macroéconomique et c'est absolument important de le cadrer, c'est important de le stabiliser. Puis après, il y a le niveau micro où, voilà, une fois on s'est adossé sur la macroéconomie, on fait surtout le business tous les jours, quoi. Evelyne Bertin, on a parlé de changement de modèle, on a parlé d'éducation. Vous qui suivez, on va dire, d'un aspect plus psychologique aussi, les entrepreneurs, peut-être aussi les éduquer aussi plus que jamais à la peur, au changement, à l'évolution constante. Tout à fait. Puis leur faire comprendre l'importance de la qualité des liens. Ce qu'on peut développer, qualité des liens avec ses clients, avec ses collaborateurs, qualité des liens avec soi-même pour faire face à l'environnement qui est changeant. Le mot de crise va être un mot quasi permanent. Donc les dirigeants auront de plus en plus affaire à l'incertitude. Donc il faut pouvoir supporter l'incertitude. Donc il faut bien se connaître, il faut maîtriser ses peurs, traverser ses doutes. Mais tout ça, les dirigeants, ils arrivent à le faire avec un travail sur eux-mêmes ou en étant accompagnés. Cet aspect-là, Olivier Menu, alors justement, un peu dont on parlait, la réalité où finalement les entrepreneurs ont aussi les mains dans le cambouis, donc ils entendent, il y a cette réalité macroéconomique, ces annonces autour de l'Europe, la Grèce, ces incertitudes, mais il faut y aller tous les jours. Moi, j'ai les mêmes réactions que tous mes amis ici. Objectivement, je pense que quand on est dans une entreprise, PME, TPE, on est plus proche du micro que du macro. On est obligé de se mettre un bandeau sous les yeux. Il y a un philosophe qui disait que pour entreprendre, il faut avoir un bandeau sur les yeux. C'est pas complètement faux. Il faut également peut-être aussi l'avoir des fois sur les oreilles et ne pas tout entendre. Ce qui est intéressant au niveau des liens, je trouve que c'est un des grands paris d'aujourd'hui, au-delà du pari de l'entrepreneur individuel. Je pense qu'il y a un défi qui est lancé actuellement aux sociétés comme les nôtres, qui est un défi, je pense, sur lequel l'entrepreneur aura un grand rôle à jouer. C'est au-delà de la méfiance qu'il y avait avant, on est passé du stade à la confiance, et je pense que le stade vers lequel on va approcher prochainement, c'est la bienveillance. La bienveillance à l'autre, regarder effectivement plus près qui est son salarié, qui est son client, ce que vous disiez tout à l'heure très justement. Donc finalement, associé à la fameuse démarche durable, sociétale dont on parle de plus en plus, qui va être intégrée pour vous dans une entreprise. Je pense que c'est un enjeu fantastique qui donne beaucoup de joie, d'ailleurs, quand on y réfléchit. C'est pas du tout triste. Remettre de l'humain dans l'entreprise. Oui. Remettre, oui, c'est en mettre déjà, et c'est beaucoup de choses. Et je pense que c'est un défi fantastique pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Oui. Et la confiance, ça se construit. Evelyne Bertin, oui. Donc ça demande du temps, c'est des allers-retours, c'est des validations. Mais c'est quelque chose de passionnant. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant, des changements de modèle, on a bien compris. On peut entreprendre en temps de crise. Et d'ailleurs, quand on va regarder de près, il y a certaines entreprises qui sont créées, même comme Microsoft, Apple, dans des années qui étaient difficiles. Il y avait le choc pétrolier. Et il y a plein de grands noms aussi qui sont nés dans des moments difficiles. Ouais. Donc finalement, comme on l'a dit, les crises ont été traversées les unes après les autres. Mais finalement, entreprendre, on continue plus que jamais. Et c'est ce qu'on a encore prouvé ce soir dans Paris d'Avenir. Merci à tous les quatre d'être venus sur BFM Business. On se retrouvera toujours en direct demain à 21h. Savez-vous que le secteur de l'emballage est la 8e industrie en France? Et oui, donc c'est un secteur très porteur et c'est l'emblème évidemment d'une marque et qui évolue là aussi avec les enjeux du développement durable. Donc on en parlera demain soir dans Paris d'Avenir.